Alors, bienvenue à tous. Nous sommes présentement à le récit en direct numéro 6 déjà, et le sujet d'aujourd'hui, organiser la continuité pédagogique. Avant de débuter de façon plus officielle avec le sujet, je vais demander à Normand de nous présenter un peu là, peut-être de répondre à certaines questions qui ont déjà été posées, puis à nous présenter un peu la situation actuelle. Normand, je te laisse la parole. Oui, bon, il y a une question qui a surgi parce que ce matin, il y avait une rencontre de la CEP Montréal, qui est la rencontre des directions du préscolaire primaire au sujet d'un bulletin de troisième étape. Il faut comprendre que oui, il y aura bel et bien un bulletin de troisième étape, mais ce bulletin-là, le ministre, ce qu'il nous a dit pour le moment, donc ce que je vous dis est susceptible de changement, c'est que oui, il va y avoir un bulletin, c'est dans la loi, il n'ouvrira pas la loi pour changer ça. Ce bulletin, comment sera-t-il composé? Là, c'est là qu'il y a une part de flou. On a les résultats des 2 premières étapes. Le ministre nous a dit de nous servir de notre jugement professionnel en fonction de ces résultats-là. On sait des élèves là, qui sont à la limite, et c'est là l'importance de cette troisième étape-là et des traces, on va vous en parler un petit peu plus loin pendant la rencontre, là, qui pourront venir confirmer justement les acquis, les apprentissages, pour ne pas parler d'évaluation, là, mais qui vont venir confirmer, en fin de compte, le jugement professionnel qu'on pourra exercer. Donc, je vous dis bonjour à tout le monde et je laisse la parole là, à Patrick, qui, j'imagine, veut vous dire bonjour aussi. Bien sûr, moi je viens de quitter la réunion des directeurs du primaire de Montréal, comme tu viens de le mentionner. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette en direct numéro 6. S'il va en avoir d'autres la semaine prochaine, ils vont vous en parler un petit peu plus tard. Alors, bonne écoute tout le monde. Alors, bonjour à tous, bienvenue au récit en direct numéro 6. Je suis Maude Lamoureux pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas. Alors, Guillaume, je peux peut-être te demander de démarrer la présentation parce que je suis chargée de vous présenter un peu le sujet. Alors, d'abord et avant tout, on tient à remercier toutes les équipes, tout le réseau, parce que la ligne du temps, la progression dont on va vous parler aujourd'hui, si on a été capable de la structurer de cette façon-là, c'est grâce à toutes les rencontres que l'on a effectuées, toute notre équipe, tant au primaire qu'au secondaire. Alors, on réalise qu'en situation de crise, c'est sûr et certain qu'il y a des grandes étapes qui vont se dessiner, des moments charnières que les écoles vont traverser. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu notre objectif de vous présenter chacune de ces étapes-là que l'on est en train de vivre à la vitesse grand V. Votre école se retrouve peut-être à l'une ou l'autre des 3 premières étapes et ces étapes-là vont faire l'objet de récits en direct un petit peu plus poussés là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors oui, notre récit en direct numéro 6, c'est organiser la continuité pédagogique. Alors aujourd'hui, on vous présente quelles sont les grandes étapes que nos organisations vont traverser et on va vous parler également des étapes qui devront faire l'objet d'itération, les grandes étapes là, sur lesquelles on devra accorder un petit peu plus de temps. Alors Guillaume, est-ce que je peux te demander de passer à la prochaine diapositive? C'est une diapositive qui est un petit peu notre coup de cœur, alors réalisée par M. Audouin en France. Les 10 principes de l'enseignement à distance, répétition et espacement sont des principes que l'on répète souvent un peu ad nauseam. N'hésitez pas à repartager cette infographie-là à vos milieux au besoin. Mais avant que l'on plonge à l'intérieur de nos 5 grandes étapes et surtout qu'on en fasse l'objet d'un récit en direct avec la phase numéro 3, celle dans laquelle la plupart des écoles sont plongées, c'est important de se rappeler certaines bases de ce que l'on est en train de vivre pour l'instant parce qu'on n'est plus dans une logique d'évaluation telle que l'on connaît, mais dans une logique d'école, de continuité des apprentissages et une nouvelle logique d'apprentissage. Et à ce niveau-là, je céderai la parole à Normand parce qu'il va bien nous rappeler là, quelles sont les grandes lignes que l'on doit garder en tête. Oui, merci Maude. Effectivement, c'est le grand défi que nous devons affronter présentement. C'est le grand défi en tant que leader pédagogique dans nos écoles, quand on parle à nos enseignants de sortir de cette logique d'évaluation qui est tellement tentante et tellement naturelle pour des enseignants. Tout le monde doit changer de posture présentement, tomber dans une logique d'apprentissage sans évaluation, mais je dirais par contre accompagné de bonnes rétroactions. Ça va venir, je vous dirais,
appuyer le jugement professionnel que les enseignants seront en mesure de porter en fin d'année. Là, j'ai vu une question de Claude Leblanc là, qui était dans le clavardage en disant « Oui, mais nos élèves qui sont en situation d'échec, ça va être difficile de porter un jugement professionnel. » Je vous dis comme quoi, ce que le ministre nous dit, nos 2 premières étapes, elles sont déjà évaluées. Vous êtes en mesure d'avoir un éclairage, un début de bon jugement professionnel. Ça va bien pour nos élèves qui réussissent. C'est nos plus fragiles qui posent problème, ceux qui sont sous plan d'intervention, notre tiers faible, etc. De là, l'importance de traces signifiantes. Je ne voudrais pas m'avancer, je pense que vous allez en parler, Maud, de la nature des traces un peu plus loin. Donc, je ne brûlerai pas cette étape-là, mais je vous dirai des traces signifiantes, des rétroactions signifiantes. Une rétroaction où on envoie un corrigé à la maison, c'est pas une rétroaction signifiante. Donc, on va vous parler de ce qui est important pour venir enrichir votre jugement. Nos élèves les plus faibles, l'important, c'est de consolider les bases qui sont déjà là, mais qui ont besoin d'être consolidées. On ne partira pas nécessairement avec de nouveaux apprentissages pour ces élèves-là. Et je dirais, hier, où j'ai parlé à je ne sais pas combien de directions, plusieurs m'ont parlé des élèves qui sont en situation d'échec et je vous partage des initiatives qui sont mises en place dans certaines de nos écoles. Il y a des groupes de récupération qui vont se mettre sur pied pour les élèves qui sont en échec. On n'attendra pas l'été. Et si ces élèves-là, à la fin de la 3e étape, quand viendra le temps de poser un jugement professionnel, sont encore en situation d'échec, bien là, ça va être vos règles de réadmission locale qui vont prévaloir pour ces élèves-là. Donc, si un élève est en échec, je vais encore nommer mathématiques, il faudrait sortir de juste les mathématiques, il n'y a pas juste ça. Mais qu'est-ce que vous faites à la fin de l'année? Souvent, vous demandez un cours d'été. Donc, je vous dirais, vos mécanismes internes vont prévaloir à ce moment-là. Mais il y a d'autres écoles. Donc, ça, c'est un exemple des cours qui vont se donner. Un autre exemple, il y a des tuteurs qui sont associés aussi à ces jeunes-là. Hein? Il faut se rappeler la ligne du ministère, hein, comme quoi il n'y a pas d'évaluation en 3e étape. Donc ça, c'est le mot d'ordre à donner dans notre école. Pas d'évaluation, oui, des rétroactions. Le sous-ministre nous a envoyé il y a quelques instants à la Fédération là, la lettre qui a été envoyée à tous les parents de la province pour les trousses pédagogiques, disant que ce n'était pas obligatoire, que c'est facultatif, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a mis en grand et souligné, donc 2 principes d'insistance en communication, comme quoi c'est fortement recommandé que de faire des apprentissages, que de se servir des trousses. Puis là, je mets un bémol, les trousses. Là. Hier, je vous remercie, tout le monde a répondu de façon assez rapide là, à Étienne Chabot qui voulait savoir ce qui se passait au privé. Vous pouvez les afficher, les trousses du ministère. Je vous dirais, le grand avantage, c'est que les parents vont voir comme quoi dans votre école, vous faites plus et vous faites mieux que ce qui est proposé pour l'ensemble. Hein? Mais, on répète, ça demeure facultatif. Je ne sais pas si Patrick, tu voulais ajouter quelque chose dans ces propos. Bien, pour les 2 rencontres de direction du primaire qu'il y a eu hier et ce matin, hier c'était Québec et ce matin c'était Montréal, on a parlé des fameux plans d'intervention. Et pour le suivi des élèves à besoins très particuliers pour les pays, il y a certaines écoles qui ont mentionné que grâce à la mesure 30-120, ils ont quand même poursuivi des relations 1 à 1 avec ces enfants-là pour leur permettre d'avoir toujours de la continuité et de ne pas les laisser échapper non plus. Là. Il y a certaines écoles qui en ont perdu sur leur chemin, là, des enfants qui n'ont pas retrouvé, mais ils doivent faire des téléphones incessamment là, pour les ramener dans le droit chemin. Alors, c'est un peu ça qui est ressorti des 2 rencontres des directions Québec et Montréal ce matin. Je répondrai à la question de Richard Perrault qui est sur le clavardage. Ça va être utile pour tout le monde. Richard nous demande à savoir si on peut faire de nouveaux apprentissages au moment de présenter les traces. Le ministre, les trousses, c'est-à-dire le ministre a émis deux commentaires qui sont fort pertinents. Le premier, il a précisé comme quoi ce n'est pas interdit d'en faire plus. Donc, il vient d'ouvrir en partie une porte. Et la deuxième citation que j'aimerais vous donner du ministre, c'est «
il va y avoir de nouvelles notions dans les trousses. Donc, oui, nous sommes autorisés à aborder ces nouvelles notions-là, mais je dirais avec le bémol, elles ne seront pas évaluées, ces évaluations-là. Donc, ça donnera lieu à des rétroactions. On ne peut pas aller plus loin. Alors, Benjamin, est-ce que tu es prêt à prendre la suite des choses? Toujours prêt. Alors, merci Normand, merci Patrick pour les mots qui placent l'esprit. En fait, ce qu'on vous présente humblement ce matin, c'est un espèce de modèle de gestion de projet pédagogique, Maud l'a mentionné, qu'on a créé à partir des rencontres qu'on a eues avec plusieurs d'entre vous, avec vos milieux. En ce moment, on est dans un contexte qui est unique. Le contexte qu'on était dans la salle de classe n'existe plus. Puis, il y a beaucoup de paramètres que les enseignants pouvaient contrôler qu'on ne peut plus contrôler. C'est-à-dire le moment d'apprentissage, le rythme des élèves, même si le rythme des élèves, on ne pouvait jamais tant le contrôler, les ressources auxquelles les élèves ont accès. Donc, tout ce qui reste, au final, c'est la qualité de notre pédagogie. Tout ce qu'on peut contrôler comme équipe école, comme enseignant, c'est vraiment la qualité de la pédagogie qu'on offre. Et là, j'ai demandé à mon collègue Guillaume de passer à la prochaine diapositive, qui est un clin d'œil à monsieur Dr Horacio Arruda. Donc, tout ce qu'on peut faire, le nom de notre gestion de projet, notre projet pédagogique en continuité, le but, en fait, c'est quoi? C'est d'aplatir la courbe des effets néfastes qu'aurait une non-scolarisation pendant 2 mois, mais probablement plus longtemps, étant donné qu'on se doute que ça va aller au-delà du 1er mai. Donc, c'est vraiment ça qui est important de se rappeler. C'est un message qu'il faut marteler, qu'il faut incarner auprès de nos enseignants, si on est une direction, auprès des parents, auprès des élèves. C'est de dire tout ce qu'on fait en ce moment, toutes les actions qu'on fait, ce sont pour vos apprentissages, ce sont pour vous, les élèves. On passe d'une logique qui était peut-être un petit peu encore centrée sur l'enseignant à une logique qu'on dit de logique d'apprentissage, c'est de dire que toutes les actions sont orientées vers l'élève. Et en fait, je fais du pouce sur une remarque que Claude Leblanc a faite dans le clavardage. Comment sortir d'une logique arithmétique, d'une logique de mesure sur l'évaluation? Bien, on va voir avec les étapes de notre gestion de projet que le contexte de la COVID peut en fait être un levier pour sortir de cette logique et vraiment, finalement, mettre l'accent sur la culture de l'apprentissage centré sur l'élève. Je vais laisser maintenant mon collègue Guillaume prendre le relais pour vous expliquer la première étape de notre modèle de gestion de projet pédagogique. Alors, bonjour. Vous avez à l'écran le modèle. Vous allez voir, c'est surtout une façon de nous donner une espèce de ligne du temps sur un point de départ, un point d'arrivée. La première chose qu'il faut constater, c'est que ce modèle-là, ce n'est pas un modèle de formation à distance. C'est-à-dire, on ne peut pas partir du point A, puis là, on installe la formation à distance. Présentement, c'est un modèle pour le soutien des apprentissages en situation de crise. Les caractéristiques d'une situation de crise, c'est qu'il y a un début et il y a les différentes étapes et éventuellement, il y a une fin aussi. Donc, dans ces étapes-là, vous allez voir qu'on va partir du début. Puis ça, avec les semaines qui ont passé, on voit que les écoles ont passé, la plupart ont passé les 2 premières étapes et qu'on va se diriger tranquillement vers les étapes 3, 4 et finalement vers une sortie de crise aussi. Donc, il y a tout ça qu'il faut voir. Il faut voir la globalité. Donc, sortir un peu, comme Normand le mentionnait tantôt, sortir du quotidien, de tout ce qu'on a comme gestion immédiate, puis voir l'horizon. Donc, c'est pour ça on s'est inspiré de différents modèles de gestion. Donc, c'est humblement qu'on vous présente nos observations sur le terrain, mais aussi ce qu'on voit là, dans les différentes façons de gérer des projets. Alors, présentement, moi, je vais vous parler de la mise en place d'une structure d'apprentissage numérique, ce qu'on appelle l'étape 1. 12, 13 février, un beau vendredi 13 qu'on a vécu où il y avait des informations qui ont déboulé. Puis rapidement, il a fallu, en bon français, se revirer de bord. Donc, il a fallu s'enquérir un peu du contexte, votre contexte scolaire, mais le contexte environnemental aussi. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent du ministère. Puis la plupart des questions qu'on voit dans le clavardage aussi, ce sont des éléments faisant partie du contexte. Le contexte fait que
la continuité pédagogique est optionnelle. D'une certaine façon, on reçoit des trousses, mais fortement recommandées, en gros souligné. Donc, les messages font partie du contexte. Qu'on a comme information, ces éléments qu'on ne contrôle pas vraiment. On ne contrôle pas non plus la disponibilité des parents. Au niveau, les contextes familiaux sont très différents. Pour plein de raisons, ça peut être le contexte technologique, est-ce que les parents ont accès même à Internet dans certains cas, le contexte, est-ce que les parents travaillent, il y a beaucoup d'éléments qu'il a fallu prendre, il a fallu recueillir l'information puis structurer ça un peu assez rapidement. Puis le contexte aussi fait que si on est à distance, bien là, moi je suis habitué d'y aller avec du par cœur et autres, donc le contexte pédagogique aussi. Donc, ça nous est comme tout arrivé d'un coup. Et dans ce contexte-là aussi, vous avez ce qui se passait présentement dans votre école avant la crise, votre contexte technologique. Quels étaient les outils technologiques numériques que vous avez déjà en place? Est-ce que vos parents, vous étiez habitués de communiquer avec eux par le portail, par courrier électronique? Est-ce que vos élèves sont en 1 pour 1? Donc, tout ça a influencé votre mise en place. Puis la plupart des écoles ont été très réactives de moyens de communication basés sur ce que vous aviez entre les mains. Que ce soit avec une suite nuagique, que ce soit avec Google, que ce soit avec Microsoft, que ce soit avec votre portail scolaire. Il y en a qui ont réussi à le faire avec différents outils. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que les premiers jours, là, ça a été vraiment le déploiement des outils numériques, puis un peu une espèce de recension pour voir bien, qu'est-ce que j'ai comme solution entre les mains. Puis ça fait partie un peu de la planification qui va débouler sur la deuxième phase qui va y aller au niveau de l'organisation. Donc, on s'est inspiré un peu de modèle en gestion, PODC, pour ceux qui sont familiers, mais vous allez voir qu'il y a un peu le choc au début, mais qu'est-ce qui s'est passé après le choc? Je vais passer la parole à France pour ce qui est de la phase 2. En fait, une fois que les canaux de communication ont été bien établis, que je pense que tout le monde dans l'urgence a fourni des plans de travail là, rapidement pour remettre les élèves et pour surtout garder la communication. Dans le cas de la deuxième phase, on peut commencer à parler, à voir le mur du 1 mois apparaître. Donc, dans l'urgence, on a mis nos choses en place, on a développé une certaine routine, on a commencé les communications avec les parents et le fameux mur du 1 mois va amener à être une phase de transition vers la phase 3. C'est donc là où on doit continuer à avoir des communications avec nos élèves et c'est là aussi où on doit commencer à réfléchir sur la suite des choses. Soyons honnêtes, il y a peut-être, et là, je regarde Normand en disant peu de chance qu'on retourne à l'école le 4 mai. Je pense qu'en ce moment, on n'a aucune indication de plus que vous. Toutefois, ce qu'on entend, bon, on se prépare mentalement à ce que ça va peut-être s'inscrire à l'intérieur d'une plus longue période. Donc, on peut être en mode organisation de la suite. Ce que j'entends par organisation de la suite, ça va se faire en 2 temps. D'abord, auprès des élèves et des parents. On a peut-être des élèves et des parents pour qui ils ne sont toujours pas montés dans la continuité pédagogique. Donc, on peut prendre un moment pour continuer de communiquer avec eux, mais surtout expliquer pourquoi on fait ça. J'ai vu dans le clavardage, il y a beaucoup aussi de questions sur comment motiver les élèves de secondaire 3, 4 et 5. C'est peut-être là où on peut réfléchir à pourquoi tu continuerais d'aller à l'école et réfléchir à vraiment aborder ce sujet-là et parler peut-être aussi de la qualité du suivi. L'an prochain, ces élèves-là retourneront sur les bancs d'école. Donc, comment on peut assurer un suivi pour ces élèves-là qui ont eu des apprentissages tout au long de l'année et avec lesquels on doit continuer d'apprendre pour que l'an prochain, on puisse continuer de les accompagner. C'est aussi là où, avec les enseignants, on peut réfléchir à cette continuité-là. Donc, on peut regarder aussi, donc, nommer peut-être des leaders par niveau, par matière, pour aider à faire un ménage et à coordonner tout ce changement de pratique-là, notamment en ciblant les incontournables de la 3e étape, les incontournables de l'année. Donc, c'est aussi avec les enseignants qu'on doit revenir sur le pourquoi. Parce que là, on va s'inscrire dans le temps. Donc, on est passé d'une situation d'urgence sur où on donnait du travail et c'est là où on va s'en aller vers vraiment un contexte d'apprentissage. On va aussi valoriser la collaboration entre les enseignants. Donc, essayer tout le monde de travailler ensemble, notamment pour cibler les incontournables, comme je l'ai dit, faire des plans d'apprentissage qui vont être communs et faire un accompagnement qui va peut-être être un petit peu plus commun. Ça va être important de dégager du temps pour accompagner justement les enseignants dans ce changement-là. Donc, on commence à vraiment réfléchir à long terme.
Les phases 1 et les phases 2 ont fait l'objet déjà de récits en direct. Donc, on vous a mis le lien en dessous pour vous permettre de voir là, ces archives-là du récit en direct. Je vous ai parlé de phase de travail. Donc, on donnait du travail aux élèves, on voulait les tenir occupés, on voulait qu'ils continuent d'apprendre. On était beaucoup en consolidation et on s'en va vers la troisième phase. La troisième phase, on aborde la culture d'apprentissage. Je vous ai parlé d'expliquer le pourquoi. C'est vraiment important de prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est que la culture d'apprentissage et pourquoi on s'en va vers là. Donc, dans la deuxième phase, si je résume, on continue les communications avec les parents, avec les enseignants. On regarde vraiment comment justifier la continuité. Pourquoi on va faire cette continuité-là? Qu'est-ce qu'on offre à nos élèves? Et quelles sont nos attentes face aux enseignants aussi pour assurer une transition dans la continuité pédagogique? Benjamin. On l'a mentionné tout à l'heure, ce contexte-là est une occasion pour transformer la culture d'apprentissage de son milieu. On a identifié le récit, je vous dirais, 5 piliers de la pédagogie, 5 aspects qui sont particulièrement importants. Il pourrait en avoir d'autres, mais c'est vraiment ces 5-là qu'on a identifiés comme étant les plus importants. Donc, ils sont mentionnés en sous-point de la phase 3 et ils feront objet d'un récit en direct plus détaillé pour vraiment voir comment s'articulent ces aspects pédagogiques-là. Donc, France en a déjà mentionné quelques-uns. L'importance du plan d'apprentissage et de la question des traces et de la documentation pédagogique, être capable de façon efficace d'avoir une variété de traces d'apprentissage signifiantes de nos élèves. L'importance de travailler en différenciation pédagogique, tant au niveau des contenus, tant au niveau des rythmes, tant au niveau des outils. Donc, travailler en différenciation n'a jamais été aussi important. Et comme le mentionnait Normand tout à l'heure, on parle de l'importance du jugement professionnel. Quelle belle occasion avons-nous de redonner les lettres de noblesse du jugement professionnel aux enseignants et de sortir d'une logique arithmétique et de la mesure de l'évaluation et d'une occasion aussi pour développer une culture de rétroaction. Donc, en tant que leader pédagogique, en tant que direction, ça va être possible pour vous de travailler en itération et de développer ces aspects-là auprès de vos enseignants. Et on va vous montrer dans un prochain récit en direct quels sont vraiment les aspects importants de ces piliers pédagogiques. Une fois la crise COVID terminée, mais il va falloir préparer le retour en classe. Donc, Maude, comment on fait ça? Bien, tu l'as bien dit, merci beaucoup, Benjamin. La plupart de nos écoles, ce que l'on constate sur le terrain, c'est que la plupart de nos écoles sont en phase 3 ou sont en phase 2. Alors, vous avez vu qu'on a fait un continuum. Toutefois, on se rend compte que dépendamment des milieux, il y a des allers-retours qui doivent être faits entre chacune des phases. Alors, essentiellement, les questions qu'on nous pose le plus présentement sont à l'intérieur de la phase 3 et ces questions-là, comme Benjamin l'a dit, feront l'objet d'un récit en direct. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on est en train de se questionner par rapport à la phase 3 qu'il ne faut pas déjà commencer à réfléchir et à documenter les phases 4 et 5. Pour quelle raison? Parce que oui, je saute la phase numéro 4, je m'en vais parler avec vous autres de la phase numéro 5, c'est que, et là je vais citer un article qui est paru dans la presse aujourd'hui, alors c'est important de documenter maintenant la crise que l'on vit au niveau organisationnel pour être capable de documenter l'avenir et voir quels sont les mécanismes qui devront être mis en place. Alors, Nathalie le mentionnait dans le chat, on est en train de re-questionner complètement l'école et chaque milieu est complètement différent. Alors, certaines questions sont soulevées alors qu'elles ne le sont pas dans d'autres milieux. Alors, au fur et à mesure qu'on est dans la phase 3, on n'oublie pas de documenter toutes les difficultés que l'on rencontre pour être capable, après, quand il y aura un retour à la normale, soit dit en passant, entre guillemets, d'être capable d'adresser ces enjeux-là et de le prévoir. Ce qui m'amène à discuter avec vous dans la phase numéro 5 de la motivation des élèves. Alors, on se rend compte que l'école est questionnée et on sait que la motivation, c'est quelque chose qui se développe sur le long terme.
Alors, on sait que certaines écoles nous l'ont dit, dans les prochaines années, ils vont remarteler un message très différent par rapport à la motivation scolaire et par rapport à l'apprentissage. Ils vont marteler au quotidien aux élèves le fait que les élèves apprennent d'abord et avant tout pour eux, et que souvent, une conséquence de bien travailler, vient ça a de fortes chances d'influencer leur réussite scolaire. Alors, on est dans un contexte qui fait en sorte que de motiver des élèves qui n'ont jamais appris à trouver une motivation intrinsèque dans un contexte à distance, c'est difficile, mais rien ne vous empêche déjà de préparer maintenant ces futurs discours-là. Ce qui nous amène aussi, pendant qu'on est à la phase 3, en train de documenter les apprentissages, à réfléchir également à la phase numéro 4. On peut peut-être se sentir un petit peu malhabile avec notre documentation, avec les traces que l'on va faire. On va vous donner les grandes lignes et ça fera vraiment l'objet d'un 30 à 45 minutes de discussion juste par rapport à ça. Mais on n'oublie pas que de documenter avec les traces, ce n'est pas simplement dans l'optique de préparer un bulletin, c'est aussi dans l'optique d'un arrimage. Alors qu'on soit capable de donner des informations pertinentes aux enseignants qui accueilleront les élèves que l'on a accompagnés pendant cette période-là pour qu'eux soient capables de faire leur travail encore mieux. On vous rappelle aussi que c'est peut-être déjà le moment, pendant que vous êtes en train d'organiser vos traces, de réfléchir à une organisation de cycles. Alors, il y a 2 cycles au secondaire, il y a 3 cycles et le préscolaire au primaire. Les élèves je vais parler pour le primaire, ont un cycle pour démontrer leurs compétences. Alors, pendant qu'on travaille en traces, on peut déjà commencer à réfléchir à ça et plusieurs écoles l'ont déjà mis en place. La différenciation pédagogique, et là, je suis à l'étape 4 avec vous. On a des écoles qui ont commencé à faire des sous-groupes de besoins à distance, mais qui ont déjà commencé à réfléchir de quelle façon est-ce qu'elles vont organiser le calendrier scolaire pour faire de la différenciation pédagogique également au retour. Alors, les phases 3, 4 et 5, bien que physiquement, elles se vivront certainement l'une après l'autre, on peut déjà commencer à placer notre cerveau et à envisager certaines actions. Alors, c'est pour ça qu'on vous les a présentées de cette façon-là aujourd'hui. On vous rappelle que si vous êtes dans les phases numéro 1 et numéro 2, on a déjà fait des récits en direct avec les grandes lignes. Le lien dans le bas des diapositives. N'hésitez pas à retourner les consulter. En attendant, je vais demander à mon collègue Guillaume de présenter la prochaine diapositive. Et ces phases-là, elles seront certainement évolutives parce que nous les avons séparées au mieux des connaissances que nous avons actuellement. Et le prochain récit en direct va plonger en profondeur dans la phase numéro 3, transformer la culture d'apprentissage de son milieu. Alors, c'est-à-dire quelles sont les traces, la documentation pédagogique, et en espérant que d'ici ce temps-là, on ait peut-être eu davantage de nouvelles du ministère. Alors, en attendant le récit numéro 3, n'hésitez pas à aller prendre les grandes lignes si vous êtes un administrateur, si vous êtes un leader pédagogique des phases numéro 4 et 5. Peut-être vous démarrez un petit document pour être capable déjà d'anticiper, de voir venir ce qui va arriver et les difficultés que l'on constate, on les documente pour après les transformer en force. Normand, on te laisserait le mot de la fin si tu le souhaites. Je prends la balle au bon pour vous dire, vous venez d'avoir une ligne de temps. C'est la logique dans laquelle il faut s'inscrire. J'ai envoyé hier une lettre là, aux directions pédagogiques à cet effet qui a été reprise dans le COVID-19 de la FEEP. Donc, nous passons de ce moment où on a réagi dans l'urgence, on a prototypé et nous rentrons dans une nouvelle phase là, d'itération, donc dans une logique un peu de design thinking. C'est le temps de réévaluer ce qu'on a fait, de saisir le sens de ce que nous avons fait et sa pertinence pour être en mesure d'orienter les semaines à venir. C'est clair, c'est Maud qui a dit aux France comme quoi c'était pas mal sûr que les écoles n'ouvriraient pas le 4 mai. Non? Moi, je ne mettrais pas loin 2 piastres sur une ouverture pour le 4 mai, c'est clair. Ça va être plus long, de sorte qu'on doit rentrer dans une logique de long terme. Et c'est là que le sens devient important, autant pour nos enseignants que pour nos élèves. Pourquoi faisons-nous ça? Quel est le sens de s'engager là-dedans? Et c'est dans cette logique qu'on va vous accompagner dans les prochaines rencontres. Donc, je vous souhaite
Une belle grande fin de semaine à tout le monde. C'est 4 jours, profitez-en. Puis je pense qu'on peut avoir un peu l'espace pour en profiter, peu importe la météo là, qui sera annoncée. Faites des parties en visio, rencontrez les amis. Saisissez cette occasion pour recharger vos batteries parce qu'on va en avoir besoin de nos batteries pour les prochaines semaines à venir. Bon courage, puis on est là pour vous. Merci l'équipe. Bye bye. Merci beaucoup. Bon congé, Pascal.